الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من لوبيك ولوبيك بلس. لا حدث. الدول العربية الركيزة الأساسية في لوبيب المملكة العربية السعودية شقيقة. انتهى الخطاب وطوي الكتاب معهم. فيني. Tu sais, imaginons un instant le fonctionnement d'un immense barrage hydroélectrique, un truc géré conjointement par plusieurs pays. D'accord, je vois bien l'image. Et tant que tout le monde respecte les règles, qu'ils maintiennent les vannes à un certain niveau, la pression de l'eau est parfaitement contrôlée. Et l'électricité est vendue à un prix stable pour tout le monde en fait. Exactement. Mais soudain, il y a l'un des gestionnaires qui décide d'ouvrir ses propres vannes, en grand. Il ignore totalement l'accord commun. Ah ouais, donc l'eau s'engouffre d'un coup? C'est ça. La pression chute brutalement pour tous les autres. Et là, face à la presse, il y a un des gestionnaires restants qui s'avance et qui déclare, mais avec un calme olympien, que cette ouverture de vanne est un non-événement absolu. Un non-événement. Ouais. Et il ajoute que le barrage n'a jamais été aussi solide. Eh bien, c'est exactement cette dynamique assez fascinante qu'on va disséquer aujourd'hui. Mais pas autour d'un barrage cette fois. Non, pas du tout. On va regarder ça au cœur d'une organisation qui contrôle une part massive de l'énergie mondiale, l'OPEP. Et cette allégorie illustre vraiment bien la fragilité inhérente aux cartels économiques en fait. Quand la cohésion est menacée, la nécessité absolue, c'est de contrôler le narratif. Totalement. Je suis même convaincue que la gestion des perceptions dans ces milieux-là, c'est souvent aussi critique que la gestion des volumes de production eux-mêmes. Ça nous amène directement à notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On s'appuie sur un document unique qui est particulièrement intense. Ça s'intitule « L'Alliance stratégique énergétique algéro-saoudienne ». Un texte très riche, oui. Et très chargé, il faut le dire tout de suite. Donc il faut vraiment qu'on pose un cadre très strict pour notre analyse d'aujourd'hui. Ce texte, c'est un condensé de rhétorique géopolitique hautement polarisée. Oui, il faut bien le préciser à ceux qui nous écoutent. Exactement. Le document attaque frontalement les pays occidentaux et les Émirats arabes unis, et en même temps, il dresse un portrait extrêmement élogieux de l'axe entre l'Algérie et l'Arabie saoudite. C'est très tranché comme vision. Et donc, notre but ici, et c'est crucial de le rappeler, c'est pas du tout de valider ces accusations ou de prendre parti. On est là purement comme des analystes face à un discours politique complexe. On décortique les mots, en fait. Voilà, on veut comprendre les stratégies sous-jacentes et analyser comment ce type de rhétorique tente d'influencer les dynamiques de pouvoir mondial. Mais tu sais, la valeur de ce document, elle réside précisément dans sa partialité. Ah bon? Comment ça? Ça nous offre un accès direct à la manière dont une stratégie géopolitique est formulée et comment elle est justifiée publiquement. C'est pas juste un tableau Excel avec des chiffres, quoi. Exactement. Il ne s'agit pas de lire un rapport comptable sur les barils de pétrole. C'est vraiment comprendre la mécanique d'un discours qui cherche à remodeler toute l'architecture du pouvoir au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Bon, entrons dans le vif du sujet avec l'élément déclencheur du texte, parce que c'est là que ça commence. Le fameux départ. Ouais. Le document affirme d'emblée que les Émirats arabes unis se sont retirés de l'OPEP. Mais la formulation est vraiment cruciale ici. C'est pas présenté comme un simple choix économique. Non, pas du tout. Le texte stipule que les Émirats l'auraient fait, je cite, « sur ordres américains ». Ah oui, c'est une accusation forte. Très forte. Et la réaction décrite du président algérien, Abdelmajid Tebboune, c'est vraiment ce qui rend la situation si intrigante. Qu'est-ce qu'il dit exactement dans le texte ? Il qualifie ce retrait de non-événement pour l'Algérie et il utilise le terme de mini-État pour désigner les Émirats. Waouh ! Mini-État. Ouais. Et moi, en tant qu'analyste, je me dis, stratégiquement parlant, ignorer publiquement une rupture de cette ampleur, ça semble hyper contre-intuitif. Alors oui et non. Qualifier le départ présumé d'un producteur majeur de non-événement, c'est en fait une manœuvre classique d'ingénierie narrative. D'ingénierie narrative. C'est-à-dire ? Réfléchis à la logique d'une organisation comme l'OPEP. Elle repose sur l'unité pour influencer les marchés, non ? Ouais. L'union fait la force. Donc admettre qu'un départ est grave, ça revient à admettre une perte de contrôle. Et on sait que les marchés financiers, surtout ceux des matières premières, ils réagissent violemment à l'incertitude. Donc il faut étouffer la panique avant qu'elle commence. C'est exactement ça. En réduisant l'acteur qui part à un simple mini-État, le discours essaye d'isoler l'impact psychologique de ce départ. Le message envoyé au marché, c'est genre « circuler, il n'y a rien à voir ». Voilà. Le message sous-jacent, c'est que la structure n'est pas du tout menacée parce que l'élément dissident, il n'a pas la masse critique nécessaire pour ébranler l'édifice. Mais attends, je suis un peu sceptique là.
N'est-ce pas un pari extrêmement risqué, machiavélien? Dans quel sens? En utilisant un terme aussi péjoratif et agressif sur une chaîne de télévision officielle et en martelant que c'est pas important, le discours ne révèle-t-il pas justement l'inverse? L'éléphant dans la pièce, tu veux dire? C'est totalement le paradoxe de l'éléphant dans la pièce. Si un événement n'a vraiment aucune importance, la diplomatie standard voudrait qu'on l'ignore totalement. On ne fait pas une déclaration publique pour dire « regardez comme je l'ignore ». C'est un très bon point. L'insistance trahit souvent la préoccupation, en effet. Mais l'utilisation du mépris public a une fonction très précise ici. Laquelle? Il ne s'agit pas seulement de s'adresser au marché financier pour éviter une panique. Il s'agit aussi de recadrer la hiérarchie interne du bloc régional. Remettre les gens à leur place, en gros. C'est ça. En affirmant que les Émirats agissent sur ordres américains, le texte cherche à les délégitimer en tant qu'acteurs souverains. Ah ouais, ils sont rabaissés au rang de simples exécutants, quoi. Exactement, un exécutant d'un agenda étranger. Et du coup, leur départ n'est pas présenté comme une divergence stratégique légitime entre des pairs. C'est présenté comme une anomalie. Une anomalie, une interférence extérieure, quelque chose qui, selon cette rhétorique en tout cas, ne concerne pas le cœur véritable de l'organisation. Ce qui amène le texte à opérer un pivot spectaculaire. Parce que si le vide laissé par ce départ est qualifié de non-événement, toute l'énergie diplomatique doit bien être dirigée quelque part. Et on sait très bien vers qui elle est redirigée. Pep. Le contraste est frappant. C'est fou. On passe d'un vocabulaire de la minimisation absolue pour les Émirats à un vocabulaire de la fondation absolue pour Riyad. Mais la désignation de l'Arabie Saoudite comme pilier, ça acte une réalité structurelle du marché pétrolier, évidemment. C'est les plus gros producteurs. Oui, mais l'affirmer avec cette solennité, ça répond directement à la tentative de délégitimisation qu'on vient de voir. Donc rabaisser l'un pour mieux élever l'autre. Voilà. Si l'un des membres est dépeint comme compromis par des influences occidentales, le texte a besoin de créer un centre de gravité inébranlable. Et incontestable. Et l'Arabie Saoudite, avec sa capacité de production de réserves phénoménale et son poids historique, c'est le seul acteur capable d'assumer ce rôle dans la rhétorique du document. Donc, en s'alignant si fermement sur ce pilier, l'Algérie, toujours selon la logique du texte bien sûr, elle s'arrime à la seule force capable de résister aux turbulences. C'est la stratégie de la forteresse. Mais la déclaration va beaucoup plus loin qu'un simple réalignement diplomatique, je trouve. Le texte rapporte cette phrase ultra spécifique prononcée par le président algérien. Vas-y, je t'écoute. Il dit, je cite, « Le discours est terminé et le livre est fermé et nous sommes avec eux ». Ah oui, c'est puissant. Mais c'est pas du tout le langage habituel des communiqués de presse économique. C'est une formulation définitive. C'est presque théâtral, en fait. Cette œuvre illustre parfaitement ce qu'on appelle en théorie des jeux une stratégie d'engagement préalable. Une stratégie d'engagement préalable. Ouais, ou l'art de brûler ses vaisseaux si tu préfères l'image historique. Ah oui, quand tu arrives sur une île et que tu brûles tes bateaux pour que tes soldats ne puissent plus reculer. C'est exactement l'idée. En diplomatie multilatérale, les acteurs conservent généralement une marge de manœuvre, une sorte d'ambiguïté calculée, Pour pouvoir changer d'avis si le vent tourne. pour s'adapter aux fluctuations du marché ou aux changements d'alliance, oui. Mais dire que le livre est fermé, c'est renoncer volontairement à cette élasticité diplomatique. Donc c'est annoncer qu'aucune offre concurrente, aucune pression pourra remettre en cause cet alignement. C'est un message très clair adressé au reste du monde. Et c'est exactement là que je m'interroge sur la rationalité de cette posture. S'enfermer publiquement dans une alliance incassable, n'est-ce pas se priver de tout levier de négociation face à ce même allié? C'est un risque énorme, c'est sûr. Parce que si l'Arabie Saoudite décide demain d'une politique de quotas qui s'avère, je ne fais pas, très préjudiciable à l'économie algérienne, l'Algérie se retrouve piégée par sa propre rhétorique. Elle ne peut plus protester sans perdre la face. Voilà. Pourquoi prendre le risque d'une telle rigidité dans un marché mondial qui est réputé pour sa volatilité extrême? Ça n'a pas de sens économique. Le risque est massif, c'est indéniable. Mais le texte nous suggère que le bénéfice immédiat de cette rigidité l'emporte largement sur les risques futurs. Quel bénéfice immédiat? L'objectif à court terme, tel qu'il est décrit par les analystes cités dans le document, c'est de fournir une réponse foudroyante à toute rumeur de division interne. Ah, tuer la rumeur dans l'œuf. Exactement. Dans un contexte où l'OPEP serait prétendument menacée par des défections orchestrées de l'extérieur, affirmer la moindre petite nuance serait perçu comme une faiblesse terrible. Donc la rigidité n'est pas une erreur tactique ici. C'est l'arme elle-même. T'as tout compris.
en convainquant les marchés, mais aussi les capitales étrangères, que l'axe Alger-Riyad est totalement monolithique et inconditionnel, le discours vise un but précis. Décourager la spéculation. Décourager toute tentative de spéculation à la baisse sur les prix du pétrole. Surtout une spéculation qui serait basée sur l'espoir d'un effondrement du cartel. Ce qui nous conduit directement à l'évolution de ce narratif dans la suite du document. Parce qu'une fois cette forteresse conceptuelle bâtie, le texte lui assigne une véritable mission. Une mission offensive même. Ouais. Le bloc arabe de l'OPEP, structuré autour du pilier saoudien et de ce soutien algérien inconditionnel, il est décrit littéralement comme une force de frappe. Le terme militaire n'est pas anodin. Pas du tout. Et la mission de cette force, c'est de protéger l'économie de la région contre les fluctuations des agendas occidentaux. C'est un changement de paradigme total. Complètement. On parle plus du tout d'ajuster l'offre à la demande mondiale. Là. On parle de contrer des agendas politiques. Le texte présente le pétrole explicitement comme une arme défensive géopolitique. C'est clair que l'adoption du terme « force de frappe » transforme la nature même de cet outil économique. Historiquement, l'OPEP se présente plutôt comme une force de stabilisation, non ? Oui, l'argument officiel, c'est toujours de chercher un prix juste pour les producteurs, mais qui reste soutenable pour les consommateurs mondiaux. Sauf qu'ici, la rhétorique bascule dans une logique d'affrontement asymétrique. Tout à fait. Les agendas occidentaux sont posés clairement comme la variable hostile, l'ennemi en quelque sorte. Donc la gestion des quotas de production, c'est plus juste un moyen de financer les budgets nationaux. Non, c'est perçu comme le bouclier souverain, ce qui empêche les puissances occidentales d'imposer leurs propres conditions politiques et économiques à la région. Mais concrètement, comment cette rhétorique de la force de frappe se traduit-elle dans la mécanique réelle des marchés ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Si un groupe de pays décide d'utiliser sa production comme un bouclier contre des agendas extérieurs, ça implique la volonté d'absorber des chocs économiques majeurs pour obtenir un résultat politique, non ? C'est-à-dire être prêt à souffrir soi-même. Ouais, par exemple, réduire drastiquement la production pour faire exploser les prix en Occident, même si ça signifie vendre beaucoup moins de volume à court terme et donc perdre de l'argent. La traduction mécanique de ce discours, c'est exactement ça. C'est la primauté absolue du politique sur l'optimisation économique immédiate. C'est fascinant. Si un acteur extérieur, disons les États-Unis ou l'Europe, tente de faire pression sur un pays membre du bloc ou d'imposer un plafond de prix, comme on l'a vu récemment sur d'autres dossiers. eh bien, la force de frappe réagit en resserrant massivement l'offre mondiale. L'objectif, c'est de créer une douleur économique chez l'adversaire géopolitique. De l'inflation énergétique, par exemple. Exactement. Et on maintient la pression jusqu'à ce que l'adversaire abandonne son agenda. Et le texte affirme que l'alliance avec Riyad garantit cette capacité de nuisance, ou de protection selon le point de vue. C'est un message très dur envoyé aux pays consommateurs. En gros, ça leur indique que toute tentative de division ou de pression se heurtera pas à de simples négociations commerciales. Non, ça se heurtera à une riposte coordonnée sur les volumes d'exportation. Le contraste est donc poussé à son paroxysme avec le point de départ de l'analyse. On boucle la boucle avec les Émirats. Ouais. D'un côté, le narratif décrit des Émirats qui se seraient pliés aux injonctions occidentales en quittant le groupe, abandonnant ainsi, selon le texte, leur souveraineté énergétique. La faiblesse supposée. Et de l'autre côté, l'axe Alger-Riyad se dresse comme la seule véritable résistance, utilisant le marché pétrolier comme une tranchée diplomatique. C'est une vision du monde extrêmement clivée. C'est clair. C'est une vision où le marché de l'énergie devient le principal champ de bataille de l'indépendance nationale, en fait. Ce discours fonctionne entièrement sur cette binarité. Une binarité à la fois morale et stratégique. C'est-à-dire ? La souveraineté est mesurée uniquement à la capacité de défier les attentes occidentales. L'alliance énergétique, c'est juste le véhicule de cette défiance. Et en s'associant publiquement et sans aucune réserve à la direction saoudienne du dossier pétrolier. La diplomatie algérienne, telle qu'elle est présentée dans la source en tout cas, elle revendique une part de cette puissance de frappe mondiale. Elle s'y associe pour exister plus fort. Et cette idée de revendiquer la puissance, ça nous amène à la dernière dimension majeure du document. Qui est peut-être la plus importante au fond. Certainement la plus révélatrice sur les motivations profondes d'un tel discours. Parce que le texte lie intimement toute cette manœuvre internationale à un concept purement interne. La politique intérieure entre en jeu ? Exactement. Le concept de la nouvelle Algérie. Le texte affirme que cette prise de position ferme, ça prouve que la nouvelle Algérie tient ses promesses envers ses alliés stratégiques. Et que l'unité avec l'Arabie Saoudite est une ligne rouge. Voilà, une ligne rouge. Moi, je trouve ça fascinant de voir comment une politique internationale de quotas pétroliers est rapatriée,
rapatriés pour servir un narratif politique intérieur. C'est un phénomène très courant dans la construction des discours d'État, tu sais. Mais c'est vrai qu'il est particulièrement visible ici. Comment tu l'analyses, elle? Le concept de Nouvelle Algérie, ça désigne une volonté de rupture avec les pratiques politiques du passé. C'est la projection d'un État qui se veut renouvelé, fort et intègre. Mais c'est toujours difficile à prouver concrètement à sa population, ce genre de concept abstrait. Exactement. Comment prouver cette force de manière tangible, en interne? Eh bien, le texte utilise la scène internationale comme un miroir déformant. En montrant les muscles à l'extérieur pour rassurer à l'intérieur? Et publiquement la marche à suivre aux côtés de la superpuissance énergétique qu'est l'Arabie saoudite, le pouvoir projette une image de solidité incontestable vers l'intérieur. C'est l'équivalent géopolitique d'une entreprise qui lance une vaste campagne de repositionnement stratégique, un rebranding, quoi. Un rebranding à l'échelle d'une nation, oui. C'est ça, l'entreprise change pas seulement son logo ou son discours marketing, elle annonce de nouvelles alliances avec des géants du secteur, elle fixe de nouvelles lignes rouges inviolables. Et elle déclare que désormais c'est elle qui écrit les règles du jeu. Exactement. Le document décrit vraiment l'axe Algériade comme tenant le stylo qui rédige la feuille de route de l'énergie. La formule est forte. Mais en liant la légitimité de cette nouvelle Algérie à une ligne rouge diplomatique extérieure, le pari devient existentiel, non? Fixer une ligne rouge sur une alliance spécifique, c'est la conclusion logique de la stratégie de fermeture de livres dont on parlait tout à l'heure. Quand on brouille ses vaisseaux. Exact. Le terme « ligne rouge » implique que la crédibilité même de l'État repose sur le maintien de cet axe. Donc si l'alliance vient à vaciller pour une raison ou une autre, Ce n'est pas seulement un revers diplomatique banal, c'est une invalidation totale du narratif de la Nouvelle Algérie. Tout l'édifice interne s'effondre. waouh! Le document utilise donc la politique pétrolière pour créer un véritable standard de légitimité. C'est ça. Tant que l'axe avec Riyad tient bon et s'oppose aux influences extérieures, la promesse politique intérieure est réputée tenue. C'est une architecture discursive qui est extrêmement cohérente quand on la décortique. Oui, chaque élément du langage est pensé, du rejet initial jusqu'à la ligne rouge finale. Tout soutient la vision d'un État devenu acteur central et intouchable. Bon, si on récapitule l'arc narratif qu'on vient de disséquer à travers ce texte, je trouve que la trajectoire est assez saisissante. On est parti de loin, oui. On a commencé par ce qui s'apparentait à une crise structurelle grave, l'allégation du départ sous influence d'un acteur clé de l'OPEP. La fameuse ouverture des vannes du barrage de ton analogie. Exactement. Mais la rhétorique qu'on a analysée ne s'est pas contentée de gérer cette crise. Elle l'a neutralisée psychologiquement. En la qualifiant de non-événement orchestré par un acteur mineur. Voilà. Ce vide relatif a ensuite été immédiatement comblé par une démonstration de force absolue, érigeant une alliance annoncée comme incassable, avec le principal producteur mondial. Et pour couronner le tout, cette alliance a été dotée d'une mission géopolitique très claire. Se transformer en bouclier souverain contre les ingérences extérieures, validant par la même occasion le récit d'un renouveau politique national. Pour quiconque analyse les relations internationales et les marchés de l'énergie, ce décryptage démontre une chose essentielle, je trouve. Laquelle? Que les annonces concernant le pétrole dépassent très largement le simple cadre des hydrocarbures. C'est beaucoup plus profond que ça. Ce document illustre parfaitement comment des notions très techniques, comme la gestion des quotas d'un cartel, sont totalement absorbées par le langage diplomatique pour construire une réalité politique. Donc, les prix à la pompe et les fluctuations des indices boursiers, au final, c'est quoi? Ce ne sont souvent que la traduction mathématique de ces rapports de force et de ces récits de souveraineté. L'économie énergétique est façonnée par les mots, bien avant de l'être par les forages. C'est une conclusion frappante. Et ça pose une question fondamentale. Pas seulement pour les dynamiques internes à ces alliances, mais vraiment pour le reste du monde. Oui, les conséquences sont globales. L'analyse de ce discours nous montre un monde énergétique qui s'assume de plus en plus comme un espace de confrontation directe. Et asymétrique. Ouais. Si les principaux pays producteurs structurent ouvertement leurs alliances comme des forces de frappe destinées à contrer les agendas extérieurs, Et s'ils considèrent l'énergie comme une ligne de défense souveraine, oui. la nature même du commerce international change du tout au tout. Pour les grands pays consommateurs, ou même pour les nations productrices qui choisissent de rester en dehors de ces blocs monolithiques, la donne est complètement bouleversée. Ils doivent réinventer leur stratégie. Mais comment? Comment ces acteurs vont-ils concevoir leur propre stratégie de sécurité économique face à des cartels qui déclarent très ouvertement que la politique dictera toujours le débit des vannes? C'est le grand défi de la prochaine décennie. Lorsque le marché n'est plus du tout régulé par l'offre et la demande, mais par des pactes géopolitiques où, je cite encore,
le livre est définitivement fermé. L'adaptation n'est plus une simple question d'ajustement budgétaire. Non, ça devient une question de survie stratégique. Voilà. Une vraie question de survie stratégique. Une réflexion qui mérite vraiment d'être prolongée par tous ceux qui observent l'évolution de notre architecture mondiale aujourd'hui.